On entend souvent que la France est impossible à réformer, que nous avons besoin de simplification et pas de nouvelles lois, qu'il s'agisse de finances publiques, de santé, d'éducation ou même d'emploi. Réformer et efficacement, c'est pourtant ce que parviennent à faire certains pays proches de nous, des réussites dont la France pourrait s'inspirer. Comment font nos voisins est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 3, l'immigration au Danemark. Pour ce dernier épisode de notre série sur les réformes qui marchent à l'étranger, nous aurions pu aller voir ce qui se fait en Italie concernant l'immigration. Car depuis l'arrivée de Giorgia Meloni à la tête du gouvernement en 2022, les Italiens en première ligne face aux vagues migratoires ont pris des mesures drastiques. Renforcement des peines pour les passeurs, facilitation des refoulements, restriction du droit de travailler pour certains migrants et encadrement de l'activité des ONG de sauvetage. Tout cela s'accompagne également d'accords avec plusieurs pays. D'abord, ceux dont est issue une grande partie de l'immigration située au bord de la Méditerranée. Cette coopération doit permettre de renvoyer plus facilement les clandestins. La première ministre italienne est arrivée en Tunisie mercredi. Au centre de sa visite, la lutte contre l'immigration clandestine. Mais aussi avec l'Albanie. Des centres de rétention, régis par le droit italien, y ont été construits et c'est là que peuvent être traitées certaines demandes d'asile. À peine transférés en Albanie, les premiers demandeurs d'asile envoyés par Rome sont priés de retourner sur les terres italiennes. Une véritable politique d'externalisation qui semble déjà dissuader les traversées. Après une année 2023 record, les arrivées de migrants en Italie ont chuté de plus de 60% sur les 8 premiers mois de cette année. Ces réformes migratoires italiennes sont pourtant critiquées. La Tunisie, par exemple, ne respecterait pas les droits humains. Les envois dans les centres de rétention en Albanie ont été retoqués par la justice. Et surtout, ils coûtent très cher. L'Italie a dépensé 65 millions d'euros pour leur construction et leur fonctionnement devrait revenir à 160 millions par an. Des méthodes déjà balayées chez nous par le Premier ministre Michel Barnier. Mais la France regarde peut-être ce qui se fait chez un autre de nos voisins au nord de l'Europe. Sur notre carte de l'Europe, nous partons donc aujourd'hui au Danemark et nous allons faire ce voyage avec Axel Gilden, journaliste au service Monde de l'Express. Bonjour Axel. Bonjour. Avant d'évoquer le cas danois, je pense qu'on a besoin de comprendre la politique migratoire en France à laquelle les gouvernements s'attellent régulièrement. Oui, alors pour preuve de l'énormité du sujet, la loi Darmanin de 2024, c'est la 29e loi sur l'immigration depuis 1981. Pour comparaison, au Danemark, il y a une loi qui est amendée, mais il y a une seule loi. C'est énorme ce qu'on fait en France. Ça montre à quel point le sujet de l'immigration est un sujet acrobatique et compliqué. Et un gouvernement doit toujours montrer sa fermeté en améliorant les reconduites à la frontière pour ne pas laisser le champ libre à l'extrême droite, voire à la droite tout court. Et en même temps, il doit donner des cautions sociales à sa jambe gauche. 29 réformes migratoires depuis 1980. Rapidement, Axel, qu'est-ce qui a changé en 40 ans ? Alors, rappelons que la France est un pays d'immigration depuis la deuxième moitié du 19e siècle. C'est un ancien pays colonial. Donc, c'est un pays d'immigration, notamment d'immigration de travail, dont on a besoin. Mitterrand, en 1980, si on fait un petit flashback, choisit de régulariser 130 000 étrangers en situation régulière. Et aussi, il facilite le regroupement familial. Au début des années 80, c'est aussi la montée du Front National avec le retour en force des thématiques migratoires dans le discours politique. Souvenez-vous, ce slogan « 1 million de chômeurs, ce sont 1 million d'immigrés en trop ». Donc ça vous donne un petit peu l'ambiance de l'époque. Le gouvernement, donc Mauroy en 80, puis Fabius en 84, durcissent les contrôles et les vérifications d'identité afin de combattre l'immigration clandestine. Et dans les différentes politiques, on peut ajouter le durcissement des conditions d'asile, les restrictions des conditions de regroupement familial et donc des interrogations dans le débat régulières sur le droit du sol et quelle politique d'intégration il faut mener. Donc le sujet est omniprésent depuis 40 ans en réalité. Et Axel, tu peux nous rappeler également ce que contient la récente loi immigration ? D'abord, il faut dire que ça a été une bataille politique importante avec une motion de rejet au projet de loi par les écologistes, votée par la gauche, par des LR et aussi par des RN. Donc ça a été une claque pour le gouvernement. En plus de ça, le Conseil constitutionnel a censuré une grande partie des articles. La plupart des articles qui ne figuraient pas dans le projet initial, mais tout de même. Et dans la loi, donc, on retrouve surtout des dispositions pour faciliter les expulsions des personnes sous OQTF. Donc OQTF, c'est des obligations de quitter le territoire français.
Et il y a donc dans la loi également des régularisations pour certains sans-papiers travaillant dans les métiers en tension, et puis des éléments concernant l'intégration et notamment le respect des principes de la République. La France a donc le contrôle sur sa politique migratoire, mais elle doit aussi respecter de nombreux textes. Ça, Agnès Laurent du service Société de l'Express nous l'avait expliqué au printemps dernier. Il y a des contraintes internationales, puisqu'on a signé tout un tas de conventions internationales souvent liées aux droits de l'homme. La première, c'est par exemple la Convention de Genève qui régit le droit d'asile. Par exemple, il y a le principe du non-refoulement, ce qui veut dire que dès lors que quelqu'un dépose une demande d'asile en France, on est obligé de l'examiner. Le deuxième point, c'est les conventions internationales des droits de l'homme, qui sont à différents niveaux et qui imposent des droits fondamentaux. Par exemple, celui de vivre en famille. Axel, en plus de ces textes internationaux, la France doit aussi respecter la politique migratoire de l'Europe. Oui, la France ne fait pas complètement ce qu'elle veut. Il y a une politique migratoire commune. Ce sont les accords de Schengen en 1985 qui ont supprimé les frontières intérieures de l'Union européenne et les contrôles se font maintenant à la périphérie de l'Europe, aux frontières extérieures. Il y a une instance commune qui a été créée justement pour surveiller ces frontières, c'est Frontex. Il y a le système de Dublin aussi, qui est le principe selon lequel le pays d'Europe où entre le demandeur d'asile est le pays qui est responsable du traitement de sa demande, que cette entrée soit régulière ou non. Donc, c'est-à-dire qu'un demandeur d'asile qui arrive en Italie, puis en France, puis en Suède, mettons, ça reste l'Italie qui est responsable du traitement de sa demande. Et il y a aussi, en 2020, le pacte sur la migration et l'asile, qui a pour objectif d'harmoniser les politiques d'immigration européennes et d'instaurer plus de solidarité entre les pays membres afin que chacun ne fasse pas ce qu'il veut. Donc il y a un cadre. Ça, c'est pour l'aspect législatif. Si on regarde maintenant concrètement les chiffres, on en est où de l'immigration en France ? Alors en 2022, en proportion de la population française, les immigrés représentaient 10,3% exactement, toutes origines confondues. Sur les 27 pays européens, la France est le 16e pays qui compte le plus grand nombre d'immigrés. En Allemagne et en Belgique, on est approximativement à 18% d'immigrés, donc c'est plus. À 15% en Espagne, donc c'est plus. Et presque à 11% en Italie. Alors, en France, le nombre de titres de séjour a peu augmenté ces dernières années. Il a augmenté seulement de 1,4% entre 2022 et 2023. Et c'est essentiellement de l'immigration économique et étudiante. Il y a très peu d'immigration familiale, de regroupement familial. Les demandes d'asile, en revanche, elles ont augmenté. Et l'autre signal important qui concerne la France, c'est le renvoi dans les pays d'origine. Et ça, c'est une augmentation de 15% qui est donc nette et franche. Axel, si les gouvernements s'intéressent autant à l'immigration, c'est aussi parce que les Français le demandent. En effet, et depuis longtemps. D'après un sondage récent, environ 75% des Français veulent durcir la politique migratoire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, aucun gouvernement n'a réussi à convaincre les Français que la politique menée était la bonne. Et l'immigration se classe d'ailleurs en 3e position des priorités politiques des Français. Devant, il y a le pouvoir d'achat, qui reste la priorité numéro 1, et la santé. Mais l'immigration reste une préoccupation plus importante, par exemple, que la sécurité ou que la dette. De quoi pousser nos dirigeants à regarder ce qui se fait ailleurs. Dans la suite de cet épisode, on va donc détailler la réforme mise en place par le Danemark. Comme pour les 2 épisodes précédents, on va regarder ce qui a poussé le pays à mettre en place des réformes. Axel, quelle est la situation de départ concernant l'immigration au Danemark ? Alors le Danemark est un pays de commerçants, tourné vers l'extérieur. C'est un petit pays qui a eu besoin pour son développement de faire beaucoup de commerce. Et d'ailleurs, ils sont très bons dans le commerce. Et c'est la raison pour laquelle on les surnomme parfois les Libanais de Scandinavie. C'est un pays aussi très dynamique, qui a une croissance continue et aussi parallèlement, dans les années 90, une croissance continue de l'immigration. Donc la question de l'immigration s'est imposée comme l'une des préoccupations des Danois dans les années 90. En 94, 8% des électeurs danois estimaient que cette thématique était la plus importante. Et en 98, ils étaient 14% à penser ça. Et en 2001, ils étaient 20% à penser ça. Donc, l'immigration s'est imposée comme un thème politique dans ces années-là. Quel est le contexte politique au Danemark à cette époque ? Alors, le contexte, c'est qu'il y avait un parti d'extrême droite qui était groupusculaire dans les années 70-80 et qui s'est transformé en une autre formation qui s'est appelée le Parti populaire danois, Dansk Folk Parti,
qui a été créé en 95 avec un programme politique fondé sur le nativisme, donc sur la préférence nationale, et qui a vu ses résultats électoraux grimper régulièrement, avec 7% des suffrages, un peu plus, même 7,4% aux parlementaires de 98, 12% en 2001 et une augmentation qui s'est poursuivie par la suite. Le programme du Dansk Folkeparti, il est clair. Il dit, par exemple, le Parti populaire danois s'opposera à toute tentative de création d'une société multiethnique ou multiculturelle au Danemark, c'est-à-dire une société dans laquelle un groupe important est détenteur d'une culture différente de la nôtre. Nous pouvons, poursuit le texte, influencer un nombre limité de personnes venues de cultures étrangères, mais une immigration d'une importance telle que nous l'avons connue ces 20 dernières années ne peut pas conduire à l'intégration. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que le Danemark, c'est un tout petit pays géographiquement, avec une petite population qui se vit un peu comme un village gaulois. Il sait que son équilibre est assez fragile et c'est pour ça que ce programme, à l'époque, n'apparaît pas scandaleux. Tu l'as dit, le parti obtient 12% des voix à ces élections parlementaires de 2001, mais c'est pas assez pour diriger le pays. Non, en effet. En 2001, c'est le Parti libéral qui arrive en tête, mais il constitue un gouvernement avec le Parti conservateur. Et le Parti populaire danois, le Dansk Folkeparti, est troisième. Donc en fait, c'est un parti sans lequel il n'y a pas de majorité. Donc c'est un parti pivot. Et ce qui se passe, c'est qu'il accepte de soutenir la coalition gouvernementale en place, mais à ses conditions à elle. Voilà. Et ces conditions, c'est justement de durcir la politique d'immigration. Donc il y a constamment des négociations entre ce parti, donc d'extrême droite, ce parti populiste, et la coalition gouvernementale. Le Premier ministre qui veut diminuer les impôts, donc lui doit se mettre d'accord avec le Parti populaire danois qui veut réduire l'immigration. C'est le donnant-donnant. Quelles réformes vont donc être mises en place au fil des années ? Alors, les Danois, qui sont des gens extrêmement pragmatiques, directs et qui ne s'embarrassent pas de périphrases, vont directement au sujet. Et donc, très vite, les conditions du droit d'asile sont devenues drastiques. Ce sont même devenues les plus drastiques d'Europe. Et globalement, les aides sociales ont toutes été réduites. Aucun regroupement familial aujourd'hui n'est possible avant l'âge de 24 ans. Le conjoint résidant au Danemark doit prouver, pour faire venir quelqu'un de sa famille, qu'il peut subsister aux besoins de sa famille. Et il doit pour ça ne pas avoir bénéficié d'allocations familiales pendant 3 ans et aussi démontrer qu'il a un revenu fixe et solide et un logement qui est capable d'accueillir les membres de sa famille. Ça, c'est pour les conditions d'arrivée dans le pays. Qu'en est-il concernant la naturalisation ? Il y a des conditions annexes qui sont très dures aussi. Si cet étranger a commis une infraction, cela a un impact sur la possibilité de candidater à la nationalité danoise. C'est-à-dire que s'il a reçu une amende même, ça va réduire ses droits et repousser sa possibilité de prétendre au regroupement familial. Quant à la naturalisation elle-même, elle s'obtient après 9 années de résidence minimum. Il faut aussi passer un test de langue. Il existe 3 niveaux de langue et il faut avoir atteint au moins le niveau 2. Donc ça veut dire un niveau où on peut se mouvoir dans la société, travailler dans une entreprise, etc. Et enfin, il y a une épreuve, entre guillemets, qui est appelée l'épreuve de la poignée de main. Et au moment de la naturalisation, le naturalisé doit serrer la main à une femme. Voilà, vous avez évidemment compris que le but, c'était de débusquer les personnes qui estimeraient que serrer la main à une femme n'est pas digne de leur religion. Et en 2019, ce qui s'est passé aussi, c'est que les députés danois ont acté un changement de paradigme. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça, paradigme skift. L'idée, c'est que les réfugiés n'ont en fait pas vocation à s'intégrer. Ils sont réfugiés temporairement et ils doivent repartir dès que possible dans leur pays d'origine. Et le changement de paradigme, c'est que ce qui était la politique uniquement à l'origine du Parti du peuple danois, elle est maintenant admise, y compris par le Parti social-démocrate. Une réglementation très ferme, donc. Est-ce qu'elle a le soutien de la population danoise ? Alors, la population danoise, elle est pragmatique. Donc, la population danoise est tout à fait ouverte à l'intégration d'étrangers dans la mesure où le modèle d'État-providence, le modèle social-démocrate qui existe depuis quasiment 100 ans, n'est pas menacé. Par ailleurs, la population danoise est une population qui a été éprouvée par l'affaire des caricatures de Mahomet en 2005, qui ont ensuite donné lieu à, comme on le sait, l'attentat contre Charlie Hebdo qui avait reproduit ces caricatures. Et il y a aussi eu les attentats de Copenhague en 2015, au moment de l'attaque de Charlie Hebdo, c'était à la même période. 2 morts, 5 blessés, devant des institutions israéliennes et juives. Et puis les Danois voient aussi leurs voisins, l'exemple suédois, qui est un peu vu comme un
contre-modèle. La Suède, en 2015, dans cette grande vague de réfugiés qui a été concomitante à la guerre en Syrie, est le pays qui a accueilli le plus d'étrangers et de réfugiés en Europe, proportionnellement à son nombre d'habitants. Et là, sur un terreau déjà un peu compliqué social, l'immigration a généré d'autres problèmes de violence, en vérité, qui préexistaient, mais quoi qu'il en soit, les Danois voient ce contre-exemple, ils sont plus durs, beaucoup. Et donc, quels ont été les résultats de cette politique migratoire au Danemark ? Les résultats sont clairs et nets. Les naturalisations ont chuté. Elles étaient de 18 000 en 2000, et elles sont environ à 6 000 en 2023. Donc elles ont été divisées par 3. Le nombre de statuts de réfugiés accordés a lui aussi chuté de manière spectaculaire. Donc on est parti, il y a 20 ans environ, en 2001, de 6 000 de statuts de réfugiés. On est monté à 20 000 en 2015. Et là, on est redescendu beaucoup plus bas qu'au départ, à 1 500 environ. Est-ce que ça a eu des conséquences au-delà des chiffres de l'immigration ? Le résultat politique, il a été quasiment immédiat. À partir du moment où le Parti social-démocrate a embrassé la politique initiée il y a 20 ans par le Parti du peuple danois, constatant qu'effectivement, il y avait un problème d'intégration. Et à partir du durcissement de toutes les lois, le Parti du peuple danois a reflué, mais de manière spectaculaire. Il est passé d'environ 20% à environ 5, 6, 7% et a quasiment disparu. C'est la raison pour laquelle l'exemple danois en France est étudié de près et suscite un intérêt considérable.